Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et aussi de l'intérêt. Nous allons aujourd'hui, avec vous, découvrir Monsieur Vixamar. Henri Vixamar, âgé de plus de 94 ans, il est docteur en économie du développement de la faculté de droit et des sciences économiques à l'université de Bordeaux 1. Il est avec nous ce matin et vous allez être surpris de savoir où il vit et pourquoi il est ici à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Monsieur Vixamar, bonjour, bienvenue à cette émission. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de cette rubrique aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Wendel. Bonjour, belle et richissime Haïti. Qu'est-ce qui mérite d'être corrigé dans la présentation que je viens de faire de vous? Tout est correct. Vous êtes effectivement docteur en économie du développement. Je suis effectivement docteur en économie du développement. Je suis en même temps avocat licencié en droit de l'Université d'État d'Haïti. J'ai une expérience de 13 ans en Afrique. J'étais le conseiller économique et juridique du président de la République du Tchad pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Oui. Et vous êtes non-voyant. Je suis non-voyant depuis 10 ans. Qu'est-ce qui vous amène ici à Métropole? Le mercredi 25 janvier, 2017, j'ai eu la chance d'entendre le professeur Noël refuser de répondre à une question de Le Point. Le professeur lui avait posé la question de savoir, d'après lui, professeur Noël, quel doit être le premier acte du nouveau gouvernement. Professeur Noël a un peu brossé une réponse qui ne m'a pas plu. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai laissé l'écaille et je suis venu dire au professeur que le premier acte du gouvernement ne doit pas être se soucier de l'éducation ou bien du système scolaire haïtien. Mais son premier acte doit être de créer 1 million d'emplois avec sécurité et avec pouvoir d'achat. Ça doit être son premier acte. Il ne doit pas se soucier de savoir la source de financement de ce projet. Il doit tout confier à Jésus. Jésus lui-même présentera son projet à Dieu. Cependant, il aura soin d'aviser tous les employés que c'est de ce jour à l'expiration de 3 mois que tout le monde commencera à recevoir le salaire. C'est tout ce qu'il aura à faire. Parce que Haïti aura assez d'argent pour payer des emplois avec sécurité à tous les employés. Haïti aura assez d'argent, je vais vous expliquer la source de financement qui se trouve en Haïti même. Est-ce que c'est réaliste, professeur? Est-ce que c'est réaliste de créer 1 million d'emplois en Haïti? Ou est-ce qu'on va trouver de l'argent véritablement pour payer? Le philosophe allemand Kant aurait dit c'est un impératif catégorique pour Haïti de créer 1 million d'emplois si Haïti veut cesser d'être traité de reste avec de la communauté internationale. Oui, c'est possible d'avoir demain matin 1 million d'emplois. Dans quel secteur? 1 million d'emplois, non seulement dans la fonction publique, mais aussi et surtout
dans tous les domaines, on arrivera à embaucher 1 million de citoyens. Non seulement à les embaucher, mais à leur payer un salaire décent. Pas ce petit salaire que vous recevez. Non seulement l'État devra payer un salaire décent, mais même toutes les entreprises auront la possibilité et la facilité de verser chaque mois et à date fixe, mettons le 22 de chaque mois, un salaire décent à tous les employés. C'est pas un rêve, c'est pas un rêve, une utopie, professeur. Et comment un docteur en économie du développement peut concevoir la matérialisation de tel projet assimilable à un rêve quand même? Oui. Puisque nous parlons d'Haïti. Oui. Permettez-moi de me servir d'un proverbe créole et en même temps de parodier ce proverbe créole. Quel est-il ce proverbe créole? Bâton gagné, ça vèle ou paraît coup. Je le parodie. Mais on n'a même pas le bâton. Maintenant, je le parodie. Ressources ou gagner, c'est politique pour faire. Et ces politiques ressources ça qui pour inspirer une bonne politique de développement économique durable d'Haïti. De quelles ressources dispose Haïti tandis que je vous parle? Primo, 10 ou 11 millions d'enfants. Secondo, 27 500 km². Ou, si vous voulez, 2 750 000 hectares de terre. Ce sont les principales ressources. Ensuite, M. Wendel, au moment où je vous parle, Haïti dispose du métal noble, le plus noble de la terre. Le métal qui existe en plus grande quantité en Haïti que dans tous les autres pays, à l'exception de l'Afrique du Sud. Nous avons assez d'iridium, M. Wendel, nous avons assez d'iridium pour fournir de l'iridium au monde, à tous les pays qui en ont besoin. Bien entendu, ils ne sont pas nombreux, les pays qui peuvent se servir de l'iridium. Parce que vous pouvez utiliser l'iridium dans l'industrie militaire. Vous faites des missiles tactiques nucléaires. Vous faites des fusées éclairantes. Vous fabriquez des navettes spatiales, des satellites. Vous préparez le système de mise en orbite. Voilà ce qu'on fait avec l'iridium. Et nous sommes dans le monde entier le deuxième pays à produire d'iridium. 1 tonne d'iridium au moment où je vous parle se vend à 45 milliards de dollars américains. Le seul iridium suffit à lui seul à autoriser Haïti à réaliser un développement économique de la manière la plus extraordinaire. Le seul métal iridium, il suffit, M. Wendel. Tout à l'heure, nous allons parler du pétrole que nous avons en très, très, très grande quantité dans le pays. Un moment, professeur. Comment savez-vous que nous avons de l'iridium? J'ai beaucoup lu, M. Wendel, et j'ai beaucoup voyagé. Oui. Nous avons de l'iridium. Êtes-vous en train de nous dire que ce sont des informations fiables et disponibles? Elles sont disponibles. Et vous pouvez aller au bureau des mines à Port-au-Prince. Oui, je suis à Port-au-Prince. Vous pouvez aller au bureau des mines. Et si le bureau des mines est bien informé, il vous donnera la source dont je dispose aussi. Et que vous ne pouvez pas partager avec nous ce matin. Je peux partager cette source avec vous. Allez-y. Elle vient de l'Afrique du Sud. L'iridium? Non, la source. Ah, la source. Oui. Alors, l'iridium, nous l'avons dans le département du Sud-Est.
Ah bon? Nous avons l'iridium et précisément à Bénin. Donc, dans le sud-est, à Bénin, nous avons de l'iridium. Il y a aussi un autre pays qui a de l'iridium, mais ce pays ne dispose pas d'autant d'iridium que nous autres Haïtiens. Cependant, on dit, et je crois que c'est sûr, on nous vole notre iridium. Parce que comment pouvez-vous vous expliquer qu'une tonne d'iridium se vende à 45 milliards de dollars américains et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas faire la politique de notre iridium. Or, c'est avec ce métal que nous l'exploitons avec beaucoup de cerveau. C'est avec ce métal seul, si nous voulons mépriser le pétrole, si nous voulons refuser l'asphalte, si nous voulons refuser l'aluminium, si nous voulons refuser l'or. Monsieur Wendel, croyez-moi, de tous les pays du monde, c'est Haïti, de tous les pays de la terre, de tous les pays du globe terrestre, c'est Haïti qui possède le plus d'or de tous les pays du monde, de tous les pays de la terre. C'est le pays Haïti qui possède le plus d'or. Nous avons un pays qui est plus grand que nous. Il possède les 2/3 de l'île, dont nous possédons nous-mêmes le tiers. Mais il a de l'or, mais nous avons plus d'or que ce pays. Nous sommes le premier pays du monde à avoir tant d'or. Malgré tout, nous mourons de faim. Nous sommes à 10 millions. Haïti, belle et richissime Haïti, tu as 10 ou 11 millions d'enfants. Mais il y a 6 millions d'enfants qui sont dans l'extrême pauvreté. Il y a 3 millions qui sont dans la pauvreté. Il y a 1 million qui vit actuellement dans un exil doré. Et il a pour nom, ce million a pour nom la diaspora. Vous avez seulement quelques centaines de milliers d'enfants à vivre, à manger. À leur faim. À leur faim, je vous en remercie. Et boire à leur soif. C'est seulement que vous avez. Alors que nous avons beaucoup d'iridium. Permettez que je revienne à cette question d'iridium. Vous avez dit que cette quantité d'iridium disponible a été localisée à Bénin, oui, dans le sud-est. Je veux aussi profiter de l'occasion pour vous annoncer, pour vous apprendre que je suis du sud-est. Ah, c'est tant mieux, vous êtes un Richard, un richissime. On m'en a jamais parlé. On m'a parlé au contraire de Beloc, mais jamais de Bénin. Alors, oui, c'est dans toutes ces zones-là que vous avez l'iridium, que Haïti possède l'iridium. Qui est-ce qui a fait cette découverte? Des experts de l'Afrique du Sud. Et pourquoi ils l'ont laissé? Ils ne sont pas partis avec? Ils ne sont pas repartis avec? Avec l'iridium? Non, il faut avoir de l'argent pour exploiter les mines d'iridium. Il faut avoir beaucoup d'argent. C'est à quelle période on avait localisé, que les Sud-Africains avaient localisé l'iridium en Haïti? C'est un premier ministre haïtien qui avait fait venir ces experts de l'Afrique du Sud, qui les avait fait venir en Haïti. Parce que ce premier ministre, avant de devenir premier ministre en Haïti, il avait travaillé en Afrique du Sud. Il connaissait l'Afrique du Sud par cœur et il connaissait tous les experts. Il les a fait venir ici en 2014. En 2014, c'est-à-dire il y a 3 ans de ça, qu'il les a fait venir ici. Et ils ont beaucoup travaillé pendant l'année 2014. Et ils ont tous les travaux qu'aujourd'hui, ils ont mis à la disposition du gouvernement haïtien. Information fiable. Fiable, vous pouvez contrôler ça au bureau des mines de Port-au-Prince, qui se trouve à Delma.
Nous avons une responsabilité quand nous partageons des informations avec le public de Métropole, professeur Vic Samar. Et là, c'est très récent ce que vous venez de dire. Et vous avez dit que c'était en 2014. Oui, je vous donne la date exacte. C'est un premier ministre haïtien qui les avait fait venir en Haïti. Et quels Ces sont... experts sud-africains. OK. Mais vous avez dit que vous êtes non-voyant depuis 10 ans. Oui, je suis non-voyant depuis 10 ans. Comment vous savez tout ça? Parce que nous sommes... Comment j'ai fait pour venir ici, malgré ma cécité? Quelqu'un m'a conduit. J'ai des secrétaires qui travaillent avec moi. OK. Pourquoi n'a-t-on pas commencé à exploiter l'iridium? Il y a une raison à cela. Elle est une raison politique. Vous ne pouvez pas élaborer? Je suis au regret. Vous ne pouvez pas. OK. Maintenant, ça, c'est pour l'iridium qu'on aurait découvert en Haïti. Vous avez dit qu'on a beaucoup d'or aussi? Beaucoup d'or. Plus d'or. Haïti a plus d'or que n'importe quel autre pays du globe terrestre. Pourquoi on ne l'a pas exploité? C'est Haïti qui a un complexe. Je ne sais pas comment il faut appeler le complexe d'Haïti. Je ne sais pas pourquoi, belle et richissime Haïti, tu ne veux pas offrir ton or, tu ne veux pas offrir ton mercure, tu ne veux pas offrir ton aluminium, tu ne veux pas offrir ton tungstène, tu ne veux pas offrir ton manganèse, tu ne veux pas offrir ton cuivre au marché international. Croyez-moi, M. Tungstène, nous sommes 2 pays au monde à avoir du mercure, la Tchécoslovaquie. Et en Haïti, où est-ce que nous avons ce mercure? Dans la partie la plus pauvre d'Haïti, au Môle Saint-Nicolas. Ah bon? Nous avons du mercure au Môle Saint-Nicolas. Et sur la terre d'Haïti entière... Ce n'est pas des indices. J'ai toujours entendu dire qu'on a des indices. De mercure. Indice ou nappe de mercure, ça se trouve au Môle Saint-Nicolas, dans le département du Nord-Ouest. Et pour le cuivre, pour l'or, M. Tintel, nous Théodore. avons de l'or en quantité, en grande quantité. C'est Duvalier Père qui, en 1982, a fermé une société canadienne qu'on appelle la Sudrenne. La Sudrenne... 1982, Duvalier-Père n'était plus là. En 1982. Oui, Qui était là? C'était Baby Doc qui était là. Ben, un Duvalier. En 1982 qui a fait... Non, c'est Duvalier Père qui a fermé la Sudrenne. Et je me rappelle, c'est en 1982 que la Sudrenne a fermé les portes. Oui, mais ce n'était pas sous Duvalier-Père. Duvalier Père n'est pas mort en 1986. Il est mort avant. Non. Il ne pouvait pas travailler encore en 1982. Non, il y a petite confusion. Et en 1986, Duvalier fils a quitté Haïti. Mais c'est Duvalier fils, c'est Jean-Claude Duvalier qui était au pouvoir. En 1982? Oui. Bon, on peut comprendre qu'il y a un petit désordre dans les faits. Et je ne vais pas vous obliger à être trop exact dans les faits, dans les données. Mais vous pouvez aussi comprendre que... en fait, je vais bien vous rappeler qu'il y a une petite confusion. OK? Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est en 1957 que la compagnie canadienne, la Sudrenne, avait commencé à exploiter les mines de cuivre à Mémé, à l'entrée nord de la ville d'Agonaïve. De 1957 à 1982, cette société canadienne a produit 1 500 000 tonnes de cuivre à Mémé. 1 500 000 tonnes de cuivre. Et a employé beaucoup de types. En 1957, de 1957 à 1982 encore, nous avons eu une compagnie américaine, la Reynolds,
qui se trouvait à Payan, sur le plateau de Rochelois, du côté de Miragouane, qui a récolté pendant 11 ans 600 000 tonnes de bauxite chaque année. Ce sont les seules expériences que toi, Haïti, tu as connues dans cette question de mine. Jusqu'au moment où je vous parle, M. Wendel, réalisez que Haïti peut encore exploiter son aluminium qui se trouve du côté de Miragouane, qui se trouve à Payan précisément, jusqu'au moment où je vous parle. Quant aux mines d'or, il n'y a pas longtemps que la société canadienne qu'on appelle Sainte-Geneviève avait exploité une belle quantité, je ne me rappelle pas la quantité de tonnes, du côté de Trou du Nord. Maintenant, pour une raison ou une autre, la société est repartie. Jusqu'au moment où je vous parle, nous avons de l'asphalte. Les gens racontent que l'asphalte d'Haïti est supérieur à l'asphalte du Venezuela. Nous ne savons pas encore la taille de cet asphalte. Pourquoi? Parce qu'au fond de cet asphalte, il y a du pétrole. Et personne n'a jamais su la taille de pétrole, du puits de pétrole du pic Macaya. Cet asphalte dont je vous parle se trouve au pic Macaya, dans la Grand'Anse. Alors, voilà des ressources dont dispose Haïti, et que pour une raison ou une autre, notre Haïti refuse d'exploiter. Je ne sais pas au nom de quel complexe Haïti ne veut pas aller offrir. Ne veut pas ou ne peut pas? Haïti ne peut pas offrir, de préférence, son iridium, son platine iridié, son aluminium, son or 18 carats, 22 carats, 24 carats. Au dire des orfèvres européens, l'or d'Haïti est supérieur à tous les autres ors qu'ils achètent en Afrique, que ce soit l'or 18 carats, l'or 22 carats, l'or 24 carats. L'or d'Haïti est supérieur à tous ces ors-là. Professeur Vixamar. Monsieur Wendel, je suis à vos ordres. On va observer la pause. Le temps pour nous de prendre un peu d'eau, de boire un peu d'eau et de respirer. Je vous en remercie. Et l'on va revenir pour essayer de voir, de comprendre certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui nous intéressent et qui nous interpellent aussi. Si on a tant de richesses, pourquoi sommes-nous encore si pauvres? On va en parler après la pause. Ok, d'accord, je vous en prie. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Henri Vixamar. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous aujourd'hui. Henri Vixamar, comme je l'ai dit déjà, il est docteur en économie du développement à la faculté de droit et des sciences économiques à l'université de Bordeaux 1. Il est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Et avant la pause, on parlait de nos richesses. Et il y avait une question qui était lancée, qui était posée, à savoir si on est si riche, pourquoi on est si pauvre? Ou encore, s'il y a tellement de richesses en Haïti, pourquoi on est si pauvre? Mais avant de répondre à cette question, permettez que je vous pose quelques petites questions, je dirais personnelles, si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas, M. Wendel. Vous avez dit tantôt que vous avez 94 ans? 10 mois, 2 jours. 94 ans, 10 mois, 2 jours. 2 jours. Oh, ok. Vous avez combien d'enfants? 9 enfants. Ils sont où? Il y en a un qui est ingénieur pétrolier. Il travaille à Jakarta, en Indonésie, maintenant. Mais il avait étudié en Écosse. Il y a un qui est à Paris.
Il y a une fille qui est en Haïti, elle s'appelle Eugénia. Elle est docteur en philosophie. Il y a 2 qui sont au Canada. Il y a un autre encore, pas 2 qui sont au Canada, ils sont 3 au Canada. Il y en a qui sont au Canada. Nous avons dit la France. Vous n'allez pas, J'ai oublié le tout. vous n'allez pas tout vous rappeler quand Non, même. oui. Et aujourd'hui, que vous êtes à la retraite apparemment. Oui, je suis à la retraite. Je n'ai jamais travaillé. Sauf qu'en Afrique, que j'avais travaillé, je suis resté 13 ans, conseiller juridique et économique du président. Mais comment vous expliquez que vous n'avez jamais travaillé? Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai travaillé seulement en Afrique. En Haïti, vous n'avez jamais travaillé? Non, j'étais seulement professeur. Ah, vous avez enseigné? J'ai enseigné. Et vous pouvez encore enseigner? Je n'ai pas encore enseigné. Non, est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez encore enseigner? Ah oui, je peux enseigner, surtout le latin. Je peux l'enseigner. Vous pouvez enseigner encore le latin? Oui. Et vous n'avez pas enseigné le grec? Oui, j'ai enseigné le grec, mais alors j'ai beaucoup oublié le grec. Même le latin, il y a Non, des je choses ne qui l'ai pas existent oublié, encore. oui. Vous vous souvenez de toutes les déclinaisons Oh, je latines? me souviens de toutes les déclinaisons Latines. latines, Mais pas, grec. pas les déclinaisons grecques. Grec, non. Mais vous êtes en mesure d'enseigner. Je suis en mesure d'enseigner le latin et le français. Savez-vous qu'on n'enseigne plus le latin et le grec Oui, en Haïti? non, je le sais. Vous savez ça, vous êtes au courant. Oui. Est-ce que ça constitue un vide, je dirais, dans l'enseignement? Oui, surtout dans l'enseignement en Haïti. C'est un vide regrettable. Vraiment, c'est un vide regrettable, l'enseignement du latin. En quoi ça peut être utile, cet enseignement? Il vous aide à mieux parler le français. Il vous aide à mieux comprendre le français. Surtout lorsque vous avez des dissertations à rédiger. Il vous aide beaucoup parce qu'il vous aide, il vous oblige à aller chercher beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements. Mais maintenant, on n'a plus d'efforts à faire. Vous avez connu Haïti à votre âge, vous avez eu de bonnes expériences, c'est l'époque d'or d'Haïti en quelque sorte que vous avez connue. Quels sont vos regrets aujourd'hui? Aujourd'hui, mon premier regret va Vous ne pouvez pas le dire. Non, je vais vous le dire. Je regrette surtout, c'est dur de le dire, mais je suis obligé de le dire, le départ des frères de l'instruction chrétienne. Ça, c'est votre regret? Oui, c'est mon premier regret. Parce que l'enseignement primaire donné par les frères de l'instruction chrétienne valait quelque chose. Quand un enfant sortait de l'école primaire avec le brevet supérieur, eh bien cet enfant-là a la même capacité que l'enfant d'aujourd'hui qui sort du lycée avec un baccalauréat, première partie. Ça, on doit le dire à la gloire des frères de l'instruction chrétienne. Ce n'est plus le même enseignement. Nous avons ici tout l'enseignement primaire, croyez-moi, tout l'enseignement primaire est un tissu d'école de mauvaise qualité. Tout l'enseignement primaire, dans les 10 départements géographiques, l'enseignement primaire ne vaut rien. Quant à l'enseignement secondaire, il ne vaut plus rien. Ah, mais il ne reste plus rien du tout. Quant aux universités, ce sont des universités au rabais. Toutes les universités sont au rabais. Les universités religieuses, les universités laïques, ce sont des universités au rabais. Parce que l'État ne se soucie pas de son travail. L'État ne connaît pas son travail. Les ministres ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Les professeurs, le type a fini son deuxième bac. Il l'a réussi.
Il a 4 années à l'école de droit. Il est avocat, il est devenu, et puis il devient tout de suite professeur à l'université. Non, on ne peut pas être professeur d'université avec une simple licence. La licence seule ne suffit pas pour autoriser quelqu'un à devenir professeur à l'université. Non, cela ne peut pas, cela ne doit pas être. Il faut que l'État arrive à prendre les choses en main. Il faut que l'État, qu'Haïti elle-même, cette belle et richissime Haïti, il faut qu'elle prenne son destin en main. Si Haïti change de politique de développement économique, elle peut parvenir à prendre son destin en main, elle peut le faire. Mais qu'Haïti se mette en tête qu'elle ne peut pas travailler à son développement avec de la patate, avec de l'igname, avec de la banane, avec de la véritable, avec des cocoyers, avec du manioc. Ce n'est plus possible, M. Randel. Il faut que Haïti change de politique. OK. Dites-nous, M. Vixamar, est-il vrai que vous avez fait l'exil, que vous avez connu l'exil? J'ai connu 24 ans d'exil. J'ai passé 13 ans en Afrique et 11 ans en France. Est-ce que vous faisiez de la politique? Oui, je faisais de la politique sous Duvalier-Père. Et c'est sous Duvalier-Père que je suis parti en exil. Mais en faisant courir le bruit que Duvalier m'a donné une bourse. C'est comme ça que j'ai pu obtenir mon visa, mon passeport, au ministère de l'Intérieur. Et vous n'avez pas, on ne vous a pas demandé de pièces ou encore de papiers à présenter? Non. Je suis arrivé au ministère de l'Intérieur qui se trouvait à ce moment à la rue de la Réunion. Un député des Gonaïves qui vivait, avant d'être député, qui vivait à Port-de-Paix, me connaissait très bien. Il était venu chercher un passeport pour un ami. Il m'a vu, il est resté à me parler, et les employés du ministère de l'Intérieur m'ont vu parler à ce député. Au départ du député, les employés sont venus me parler. Ils m'ont dit, bon, on va envoyer la liste des noms de ceux-là qui sollicitent un visa au palais. Je dois vous rappeler qu'à ce moment, le ministère de l'Intérieur était obligé d'envoyer la liste des demandeurs de visa au palais. Et c'est quand le palais retournait la liste au département de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, que le visa, que le passeport vous était donné. Et là, vous en avez profité pour... Pour parler et puis pour dire que c'est Duvalier qui m'a donné une bourse. Et là, vous avez pu partir. Et puis ce jour-là, mon nom est envoyé au palais, et ce même jour, mon nom est descendu. Mais alors, je vivais au Cail, et je suis rentré au Cail le même jour pour préparer mes affaires. Je suis revenu à Port-au-Prince quelques jours plus tard. Nous étions au cours de la Semaine Sainte. Mercredi Saint, j'étais à Port-au-Prince. J'ai eu l'idée d'aller à Baie-de-Haine pour voir mes parents. Ma mère est originaire de Baie-de-Haine. Mais une idée m'est venue de ne pas rester en Haïti, de partir. Et jeudi Saint, j'ai pris l'avion à destination de Paris. Et samedi Saint, les tontons Macoute étaient venus me chercher. Donc, c'est à Jésus que je dois la vie. OK. Vous avez 94 ans, 10 mois, 2 jours pour vous répéter. Il n'est quand même pas donné à tout le monde cette chance de vivre pendant tout ce temps. Vous pouvez partager avec le public de Métropole les recettes, c'était quoi? Pour vivre si longtemps? Oui. D'abord, c'est une belle question. D'abord, je dois commencer.
Non, alors, je vivais à Port-de-Paix. Non, alors, oui, je suis né à Port-de-Paix le 2 avril 1922. Je faisais mes études primaires à Port-de-Paix. Et ma mère m'avait envoyé en 1937-36 au Cap-Haïtien pour mes études secondaires. Je dois vous dire toute la vérité. Oui. La vérité? En 1937, je faisais ma 5e au lycée Philippe Guerrier d'Écailles. Les recettes, oui. On parle, Du Cap, excusez-moi. Au lycée Philippe Guerrier du Cap. Les auditeurs et téléspectateurs de Métropole attendent les recettes. Oui, je vais vous donner les recettes. Et alors, j'étais en pension au Cap, chez une dame, une Saint-Thomasienne. Elle venait de Saint-Thomas elle-même. Mais son mari a fait ses études, a été médecin. Il s'appelait Docteur Vieux. Il a fait la médecine à Paris. Et c'est là que j'étais en pension, de la 5e à l'Areto. Et en 1937, je revenais de l'école. Je suis allé à l'hôpital où se trouvaient beaucoup de bus qui ramenaient des personnes que Trujillo n'avait pas eu le temps de faire tuer. J'ai vu 2 jumelles. L'une dont un sein était arraché à demi. Et l'autre fille avait le sein aussi avec un gros pansement. Mais ça donnait du sang. Ce jour-là, croyez-moi, je m'étais dit ceci, bon Dieu, faites que je devienne président d'Haïti pour que j'aille en Dominicanie, à la tête d'une armée. Ça, je l'avais dit. Et je faisais ma 5e, ma 4e, ma 3e, ma seconde, ma philo, avec toutes ces idées. Je suis parti pour l'Afrique après. Je vois que Jésus ne tenait pas à ce que je me mette à la tête d'une armée pour aller me battre. Pour aller venger les Haïtiens. Pour aller venger les Haïtiens. Mais alors, je vivais très bien au Cap haïtien. Docteur Vic Samar, oui. Pour certaines raisons, vous vous êtes gardé de partager avec le public de Métropole les recettes. Non, je vous donne les recettes. C'est à cela que j'arrive maintenant. Je vivais très bien au Cap haïtien. Qu'est-ce que vous entendez par... Très bien, parce que cette Saint-Thomasienne ne préparait pas les repas de la même façon que les Haïtiens. Oui, non. Parce que les matins, elle nous donnait une nourriture qui n'existe plus ici. C'était quoi? Et qu'on appelait rété tranquille. On nous donnait une tranche de rété tranquille. Avec quoi prépare-t-on le rété tranquille? C'est avec du manioc et du sirop miel. On fait préparer cette nourriture-là. Non, je suis en train de noter, oui. Pardon? Je suis en train de noter. Oui. La nourriture s'appelait rété tranquille. Rété tranquille, c'est ça qu'on nous donnait le matin. Rété tranquille. Rété tranquille, c'est sirop miel avec manioc. Miel, manioc. Miel, manioc. Bon, c'est ça qu'on nous donnait le matin. Ensuite? Non, c'est tout, oui. Avec, non, avec une traîne de sirop miel. Avec une traîne de rété tranquille, vous avez pour midi, pour 1 heure. Vous avez mangé votre tranche de sirop miel, vous buvez un verre d'eau, vous êtes là pour midi. Vous attendez votre nourriture. Vous n'avez pas faim du tout. Bon, à midi, on nous donnait de la noix d'acajou avec du cabri. Alors, ça, c'était bon. C'était bon. Et puis avec du pois noir. Et avec certains jours, on nous donnait du riz, d'autres jours du mil, d'autres jours, on nous donnait du riz. Et le soir, quand vous prenez ça, le soir, vous n'avez plus besoin de manger. Vous êtes déjà rempli. Bon, je pouvais passer 5 ans comme ça, 6e, 5e, 4e, 3e. Et je suis rentré à Port-de-Paix.
je vivais à Port-de-Paix, ma mère était déjà morte. Et je ne pouvais pas rester à Port-de-Paix. Je suis rentré à Port-au-Prince chez un cousin qui était sergent de l'armée d'Haïti. Alors les parents m'aimaient beaucoup parce que j'étais déjà en réto. Et alors on prenait soin de moi ici, mais je ne mangeais pas beaucoup parce que j'avais perdu cette habitude de manger beaucoup au Cap Haïtien. Et je vivais, mais je faisais du sport chaque jour. Et jusqu'au moment où je vous parle, je fais une heure de sport tous les matins. De 5h30 à 6h30, je fais du sport. Vous marchez ou bien Non. quel genre de sport vous Je faites? fais du sport avec les muscles, et avec les bras, les jambes. Et autres. Donc je faisais ça dans mon lit. Je fais une heure de sport jusqu'au moment où je vous parle. Mais les matins, dès que je saute du lit, c'était les pieds nus. Je sautais du lit les pieds nus jusqu'au moment où je vous parle là. Je saute du lit après mon sport, je saute du lit, j'ai les pieds nus. Je suis allé à la douche, pieds nus. Je retourne m'habiller, je suis toujours pieds nus. Et quand je sors, maintenant, je prends les chaussures. Vous priez beaucoup? Et je prie beaucoup. Ah, Jésus, il m'a sauvé à plusieurs reprises. Il m'a sauvé en Haïti, il m'a sauvé en Afrique. Mais je n'ai pas eu d'histoire en France. OK. On va terminer l'excellente interview de ce matin. Mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans penser à la question, sans revenir à la question que je vous ai posée avant la pause. Pourquoi il y a tant de richesses en Haïti et qu'on nous présente souvent comme le pays parmi les plus pauvres? Ah bon, je suis content de cette question. Nous sommes dans cette situation parce que nous n'avons pas une bonne éducation. Nous avons une éducation au rabais. La jeunesse qui est allée à l'université revient de l'université sans avoir un cerveau développé. De notre côté, l'Haïti n'a pas investi de l'argent dans l'économie. Si vous n'investissez pas une somme considérable dans l'économie, vous ne pouvez rien gagner. Or, la banane, la patate, le café, le cacao ne vous permet pas d'investir beaucoup d'argent dans un projet quelconque. On parle d'économie néolibérale. Haïti ne sait pas comment faire la politique d'économie néolibérale. Quand à l'étranger, on est dans l'économie néolibérale et on investit des milliards d'euros ou bien des milliards de dollars américains. Haïti vient avec quelques centaines de millions de dollars dans l'économie néolibérale. C'est un échec garanti, c'est un échec assuré. Il n'y a pas ça du tout pour Haïti. Donc Haïti ne sait pas comment faire l'économie. Donc, et ensuite, sur la terre entière, croyez-moi, il y a un moteur de développement économique. Sur la terre entière, il y a un moteur de développement économique. Et ce sont les seuls pays qui utilisent ce moteur de développement économique qu'on trouve aujourd'hui sur les hautes cimes. Les pays qui n'ont pas ce moteur, on les trouve à mi-côte. Et un pays qui a ce moteur est un vrai pays. Et ensuite, de notre côté, alors ce moteur, vous allez me demander comment il s'appelle. Ce moteur s'appelle l'industrie. De notre côté, seuls les pays qui possèdent l'instrument de la souveraineté nationale peuvent se dire de vrais pays. Haïti n'a pas cet instrument. Cet instrument, lui aussi, s'appelle l'industrie. Haïti ne connaît pas l'industrie. Haïti ne veut pas se dire un pays. Haïti est un faux pays. Vous aussi, moi aussi, ces personnes qui sont là, nous sommes de faux citoyens haïtiens. Les députés de faux députés, de sénateurs, de faux sénateurs. Tout est faux ici, en commençant par Haïti elle-même. Haïti est un faux pays. Tant que Haïti n'aura pas l'industrie, tant que Haïti n'aura pas l'industrie pour la souveraineté nationale, Haïti restera et demeurera un faux pays.
elle sera traitée comme un reste avec par la communauté internationale. Est-ce que Haïti peut avoir assez d'argent pour exploiter ces richesses qui se trouvent dans le sous-sol? Haïti a même trop d'argent. Voici ce que Haïti doit faire. Haïti dispose de 2 750 000 hectares de terre, 10 millions d'enfants. Haïti possède tout ça, mes amis. Haïti n'a qu'à prendre 1 million d'hectares de terre et vendre l'hectare 40 000 $ américains. Aujourd'hui, l'hectare de terre se vend dans le nord-ouest à 80 000 $ américains. Dans le sud, l'hectare de terre coûte encore beaucoup plus cher. Et elle vend donc 1 million d'hectares à 40 000 $ américains. Ça lui fait 40 milliards de dollars américains. Haïti donc a plus que d'argent qu'il lui faut pour entrer jusqu'au cou dans l'industrie. Et de notre côté, parce qu'à ce moment, elle va avoir ce qu'on n'entend pas, souveraineté nationale. Et c'est à ce moment-là qu'on sera un pays. Qu'on sera un vrai pays. Maintenant, nous sommes un faux pays de faux citoyens. Faux citoyens, faux parlementaires. Faux tout. Donc Haïti n'est pas encore Est-ce que vous connaissez d'autres pays qui ne sont pas de vrais pays à part Haïti? Oh oui, ils sont nombreux, presque tous les pays des Caraïbes, là, ce sont de faux pays. Les pays qui n'ont pas d'industrie, je vous dis, on les trouve à mi-côte. Les pays qui ont l'industrie, on les trouve jusqu'à la cime. OK. Et ensuite, Haïti peut avoir de l'argent. Donc, avec 40 milliards de dollars en poche, alors Haïti peut devenir un pays industrialisé. Vous nous aidez à rêver, vous nous faites rêver, docteur Vixama. Qu'est-ce que la modernité a changé en vous? Parce que, je ne vois pas, parce que je ne connais rien de la modernité, à vous dire vrai. Mais il y a une autre chose encore. Il y a une vente à cash, mais une vente à crédit. Haïti doit faire une vente à crédit avec 500 000 hectares de terre. Haïti va à crédit. À qui? Au Negmon, ce que nous appelons Negmon, campagnard paysan. Haïti doit réduire le nombre de paysans. Ce n'est pas une sorte de réforme agraire que vous préconisez? Non, ce n'est pas une réforme agraire. Ça, je l'appelle une réforme foncière. Parce que l'État devra arpenter toutes les terres qu'il va vendre et ensuite amener les acquéreurs de ces terres-là chez des notaires assermentés. Donc, l'État vous donne 2 titres, un plan et procès-verbal d'appontage et un titre de propriété. Là, on ne peut pas venir vous arracher vos terres. Et l'État ne devra vendre que des terres qui lui appartiennent. L'État ne devra pas déposséder des paysans qui ont des terres pour les revendre. Ça se fait aujourd'hui. Mais j'ai entendu l'actuel président élu dire qu'il va s'occuper de cette affaire pour que ceux-là qui possèdent des terres ne soient pas dépossédés. Je vois que vous suivez les nouvelles quand vous avez le temps. Oui. Alors, un dernier point que je voulais voir avec vous. Oui, avez-vous entendu parler de Donald Trump? Oui, j'ai entendu parler de lui. Mais alors, je pense qu'avec lui, Haïti pourra avoir un peu de souveraineté, peut exercer sa souveraineté. Parce qu'il a dit chaque coucou pour les toujours. Donc, à ce moment-là, on sera un vrai pays? On sera un vrai pays. Avec Donald Trump? Oui, avec Donald Trump, on pourra devenir un vrai pays. Parce qu'on pourra entrer en forte industrie. Haïti peut avoir sa propre industrie. Haïti peut avoir de l'argent pour exploiter son iridium. Haïti peut avoir... Oh, et le pétrole, monsieur. Nous avons déjà 27 puits de pétrole, sans compter les gisements de pétrole que les Américains ont ordonné au gouvernement de Dumassé-Estimé et au gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Le gouvernement américain leur avait ordonné de cesser les travaux de forage. Si vous allez là, nous sommes à Port-au-Prince, non? Oui. Vous connaissez l'habitation Cara 2? Oui. De l'aéroport jusqu'à Pétionville, nous avons une quantité énorme de pétrole. On peut avoir jusqu'à 1 million de barils de brut par jour. Les Américains ont ordonné au président Dumassé Estimé
de cesser les travaux, de ne pas continuer. Alors vous pensez que les Américains allaient demander de cesser les travaux pour un puits de pétrole qui n'a que 100 barils par jour, 200 barils par jour? Non. Les Chinois ont prétendu que le pétrole de Cara-2, c'est-à-dire le pétrole qui sort du terrain international, de l'aéroport jusqu'à Pétionville, ça, c'est un gâteau que la nature a donné à Haïti pour que Haïti soit un pays riche, pour que Haïti mérite vraiment son nom de richissime Haïti. C'est un gâteau au dit des Chinois. Il y a même mieux, là, à l'entrée de Port-au-Prince, à Drouillard, il y a un puits de pétrole qui peut vous donner 500 000 barils de pétrole par jour. Dans le golfe de la Gonâve, à 6 000 mètres de la mer, vous pouvez avoir un puits de pétrole. Ça ne s'appelle même pas puits de pétrole, c'est plus que puits de pétrole, qui peut vous donner jusqu'à 1 million, 2 millions de barils de brut par jour. Mais les Américains ont ordonné de ne pas aller à ce pétrole-là. Ils disent que ça leur sert de réserve. Mais les Américains ne savent pas que si Haïti ne possède pas plus de pétrole sous la mer que les puits de pétrole que nous voyons nous-mêmes. Il y a 27 puits de pétrole. Quant au pétrole des îles Caïmites, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. On prétend qu'au dire des Chinois, le pétrole des îles Caïmites, c'est-à-dire les puits de pétrole des îles Caïmites peuvent vous donner jusqu'à 1 million de barils de brut par jour. Le pétrole des îles Caïmites, oui. C'est pour cette raison que beaucoup de gens vous disent que même avec le pétrole seulement, sans l'iridium, avec le pétrole seulement, Haïti peut penser à son développement économique. Haïti peut renoncer complètement. Haïti doit changer de politique de développement économique. Parce qu'on ne peut pas faire avec banane, patate, yam, zaboka un développement économique. On peut faire planter la patate pour éviter d'être confronté à une insécurité alimentaire. Mais on ne peut pas faire de développement économique avec banane, patate, igname, zaboka. Non, on ne peut pas faire ça. Avec les mines qu'on peut faire ça. Monsieur Vic Samar, docteur Henri Vic Samar, Métropole vous remercie d'avoir fait le déplacement et pour venir participer à cette émission. Je peux rappeler que vous avez pris la décision de venir oui. à Métropole et vous n'avez pas été invité. Non. Mais vous étiez quand même bienvenu oui. à Métropole. Et encore une fois, je vous en remercie. Je vous en prie, je vous remercie. Je remercie beaucoup Métropole. Je souhaite longue vie à Télé Radio Métropole. Merci encore une fois. Passez une bonne journée. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, c'était Monsieur Henri Vic Samar, docteur en économie du développement, faculté de droit et des sciences économiques, Université de Bordeaux 1. Et avec nous, il était là ce matin pour vous parler et on a eu un bon moment ensemble. Merci encore une fois, Madame, Monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.